Je suis quasiment certain que vous avez déjà vécu ce grand moment de solitude absolue. Vous êtes parti faire vos courses, vous arrivez à la caisse, le tapis avance, tout est scanné, vous insérez la carte dans le terminal et là, bip, grand moment de silence, le regard du caissier, la file derrière qui soupire et cette pensée qui traverse l'air. Lui, il a plus un rond sur son compte. Souvent, c'est pas le cas, votre argent, bien sûr, est sur le compte, mais la machine, elle, a décidé que non. Et bien c'est ce qui a dû arriver samedi 30 août en fin d'après-midi pour des millions de clients du Crédit Mutuel et du CIC qui ont vécu tous ça en même temps. Parce que pendant environ 2 heures, d'après ce que nous dit l'article, entre 17h20 et 19h30, il y a les paiements et les retraits qui étaient bloqués. La banque, elle a parlé d'un dysfonctionnement interne qui a priori a quand même été réglé assez rapidement, et heureusement. Salut et bienvenue sur Finance Déclic. Ici on parle, comme son nom l'indique, de finance, de patrimoine, d'investissement. Mon but, c'est de vous partager mes analyses, mes découvertes et aussi mon parcours en tant qu'investisseur. Si le contenu que je produis vous plaît, vous intéresse, pensez à liker, à vous abonner. C'est un super soutien et ça m'encourage tous les jours à vous proposer des nouvelles vidéos. Alors revenons sur cette panne du CIC et du Crédit Mutuel. Très rapidement, il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans, notamment Down Detector qui permet de déclarer et de signaler des pannes d'un système. Donc on peut imaginer que la prise en charge a été faite assez rapidement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je trouve ça hyper désagréable si au moment où vous essayez de payer, vous prenez un gros carton rouge et il n'y a plus rien qui marche. Alors quand vous êtes au supermarché, c'est pas forcément grave. Quand vous êtes à l'étranger, je pense qu'on peut transpirer un petit peu plus. Et c'est là qu'on prend conscience finalement qu'on voit quasiment jamais l'argent qu'on utilise, à part quand on retire un petit peu de cash de temps en temps. Mais la plupart du temps, tout est géré par un système, c'est-à-dire qu'on a des droits d'accès, on a notre identité, on est authentifié par notre carte, le réseau du commerçant, l'acquéreur, la banque, bref, il y a tout un protocole qui se met en route, mais derrière nous, on voit pas grand-chose. Et en fait, on confond vraiment argent et accès à l'argent. Et la panne, en fait, elle sépare brutalement les deux mondes parce que votre solde, il existe, mais votre accès, il est coupé. C'est comme quand vous rentrez chez vous et que vous avez perdu vos clés. Vous arrivez devant la maison, devant l'appartement, vous savez que c'est chez vous, vous savez que ça vous appartient, mais votre accès, il a disparu. En fait, on vit sur un espèce de contrat qui est tacite, un contrat invisible avec plusieurs promesses dedans. La première, c'est que votre argent est disponible à tout moment. Alors c'est plus ou moins vrai en fait parce qu'on sait que si on essaie de retirer une grosse somme en liquide, ça ne va pas du tout passer pour une banque. Si on passe par la carte, évidemment, il y a des plafonds, mais on a un petit peu plus de liberté de mouvement. La deuxième promesse, c'est que la transaction, elle sera validée en quelques secondes. Maintenant, quand on utilise une carte, ça va très très vite. Et la troisième promesse, c'est que en cas de problème, tout est réversible et traçable. Toutes les transactions sont tracées par la banque, donc il est toujours possible de voir ce qui s'est passé au niveau de toutes les opérations que vous avez fait avec votre carte. Et ce week-end, la promesse 2, elle a failli. La transaction n'a pas été validée. Et c'est intéressant parce que ça dit beaucoup de choses sur nous, et moi le premier, je m'inclus dedans, c'est que on a une externalisation totale, c'est-à-dire qu'on a délégué à 100% l'accès à notre argent à des boîtes noires. On ne sait absolument pas ce qui se passe une fois que l'argent est arrivé sur le compte de la banque. Alors oui, c'est efficace, ça nous évite de réfléchir à trop de choses, sauf le jour où ça pète. On a, je pense aussi, une espèce d'illusion de la fluidité. C'est-à-dire que payer, c'est devenu si facile, il n'y a tellement pas de friction à payer, donc on ne se pose plus trop de questions sur les règles, sur les plafonds, sur les délais. Et on découvre ces au moment, là aussi, où le système vacille. Dernier point super important pour moi, c'est que oui, on pense à diversifier nos dépenses, c'est facile, on peut tout acheter avec une carte, mais est-ce que l'on a diversifié nos moyens d'accès à notre argent? Et c'est là où on voit que dans le cas où on a une seule carte bancaire, si le système déraille, on se retrouve complètement bloqué. Côté banque, ces pannes, évidemment, elles sont plutôt rares, elles sont en général assez courtes, parce que le système global, lui, il demeure assez robuste. Mais d'un point de vue utilisateur, à 2 heures, un samedi, à 2 jours, même pas à peine 1 jour et demi de la rentrée, c'est franchement relou. Les courses bloquées, vous pouvez pas faire le plein d'essence, vous pouvez pas manger, bref, c'est très incapacitant. Donc la différence entre la résilience institutionnelle, le système est capable de se relever, et la résilience individuelle, moi je fais comment pendant que j'attends que le système se relève, cette différence-là, je pense qu'elle est fondamentale. À titre perso, et là ça n'engage que moi, je pense que c'est ultra important d'avoir plusieurs moyens de paiement. Peut-être que vous avez une carte avec votre banque principale, puis une carte avec une autre banque pour X raisons, parce que le crédit immobilier ou le crédit de l'appart a été fait ailleurs, donc j'ai 2 cartes, j'ai 2 accès, j'ai 2 banques. Ce qui est intéressant à mon avis, c'est quand même d'avoir des canaux différents. On peut jouer aussi sur la marque des cartes. On peut passer par le réseau Visa, on peut passer par le réseau Mastercard. On peut même imaginer garder un petit peu de cash et un peu de liquide à la maison, même si je pense que dans notre génération, en tout cas dans la mienne, ça se fait beaucoup moins. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les néobanques, comme N26, Revolut
ou des structures comme Wise qui vous permettent d'avoir des cartes de crédit supplémentaires assez facilement, sans surcoût. L'avantage, c'est qu'il est très facile d'ouvrir ce type de compte et d'avoir une carte en général gratuite que vous pouvez utiliser en plus un petit peu partout dans le monde à des tarifs plutôt compétitifs. La vraie question à vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que pour vous c'est confortable? Qu'est-ce qui vous permet de dormir tranquille la nuit en vous disant ok, là peut-être que si ce truc-là demain il tombe en rade, j'ai toujours un moyen pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir payer et pas me retrouver complètement bloqué. Je suis pas en train de vous faire peur, ce genre de ban ça reste malgré tout assez exceptionnel. Malgré tout, l'idée c'est un peu comme en voiture, c'est est-ce que j'ai une roue de secours au cas où je crève. Certaines personnes qui vont vous dire non mais moi c'est bon, j'ai crevé qu'une seule fois dans ma vie, j'ai pas besoin de roue de secours et j'appellerai un dépanneur ou j'attendrai que le dépanneur arrive. Moi perso, je préfère avoir ma roue de secours dans le coffre. On voit que la manière que l'on a de dépenser notre argent, il évolue. Il y a peut-être 20, 30 ans, le cash, le liquide, payer en espèces, c'était quelque chose de super courant, c'était la norme pour beaucoup d'achats quotidiens. Et on voit qu'aujourd'hui, la carte prend de plus en plus de place, notamment grâce au sans contact. Il y a un côté extrêmement pratique, mais on a par conséquence une dépendance extrême aux structures qui gèrent ces mécanismes. Moi sur ma montre Garmin, j'ai le Garmin Pay qui me permet d'avoir un moyen de paiement sans contact et je m'en suis déjà servi plusieurs fois parce que je me retrouve à aller faire justement quelques courses et j'avais oublié ma carte, donc je peux payer facilement sans contact avec ma montre. Donc vous voyez, tout ça, ça évolue très vite. Demain, ça sera encore probablement différent, ça va continuer à bouger. Ce qui est important, c'est de comprendre quel niveau de souveraineté vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'être assuré? Est-ce qu'une seule carte vous suffit? Est-ce que vous en avez besoin de 2, 3, 4? C'est quoi les moyens de paiement que vous utilisez au quotidien? Et tout ça, bien sûr, ça s'inscrit pour moi dans une réflexion plus globale dans votre rapport à l'argent, à vos finances et à vos investissements. D'ailleurs, si vous voulez faire le point sur votre situation à l'heure actuelle, je vous ai mis en commentaire sous cette vidéo l'accès à un outil qui vous permet de faire un bilan financier flash de votre situation patrimoniale. Avec cet outil, je ne vous donne pas de conseils en investissement, l'idée c'est juste de créer, d'avoir une photo de votre situation à l'instant T, à aujourd'hui. Dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez mis en place, quel type de moyen de paiement vous avez, est-ce que vous avez des cartes crypto, est-ce que vous avez des cartes à l'étranger, est-ce que vous avez une seule banque, plusieurs. Ça m'intéresse de savoir s'il y a aussi peut-être des systèmes que je ne connais pas, je serais ravi de le découvrir. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous et de vos finances, ciao.